Bonsoir et bienvenue à notre présentation live pour la marmotte. Mon objectif lors de cette présentation ce soir est de vous donner les clés pour réaliser votre meilleure performance à la marmotte le jour J. Un petit rappel d'abord du parcours qui reste le plus dur des cycles français et qui représente quand même un défi physique et mental qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Surtout, il faut noter le cumul de 65 km de montée. La plupart des gens vont mettre entre 8 et 12 heures pour terminer. Il y a toujours beaucoup d'abandon. Alors, il y a deux clés pour réussir cette épreuve. D'abord, l'allure, surtout sur les 65 km de montée, et ensuite l'alimentation. Dans les deux cas, il est nécessaire d'établir un plan de course approprié et surtout de s'y tenir. On dit souvent que le QI d'un coureur chute par 90% dès qu'il traverse la ligne de départ. Donc, le seul remède est d'avoir un plan qui tient la route. En fait, on est pris par l'adrénaline et par l'excitation et on devient débile quelque part. Donc voilà, le plan permet de faire ce qu'il faut. Benjamin Franklin n'était pas un cycliste, bien sûr, mais sa citation est toujours d'actualité. Ceux qui ne planifient pas planifient l'échec. Vous avez besoin d'un plan pour savoir comment vous allez vous affûter afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour l'événement. Vous avez aussi besoin d'un plan pour le voyage et les derniers préparatifs afin que tout se passe bien et sans stress. Et bien sûr pour la course elle-même, divisée en plusieurs sections. Et enfin, comment vous allez vous en souvenir pendant l'épreuve. Au moment où je parle, il reste 10 jours avant le marathon. Certains feront la dernière grosse sortie ce week-end, d'autres seraient mieux avisés de commencer déjà leur affûtage et faire des sorties moins dures. L'affûtage est très individuel et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'affûtage doit être plus long si vous êtes plus âgé, moins en forme, moins fort ou si vous récupérez lentement, et plus courte si vous êtes plus jeune, très en forme, très fort et si vous récupérez rapidement. En cas de doute, diminuez la charge plus tôt et plus rapidement. N'oubliez pas que l'objectif de la réduction progressive de votre charge et surtout d'éliminer la fatigue sans perdre la forme. Donc, en cas de doute, diminuer plutôt. S'entraîner à fond jusqu'à l'épreuve est très risqué pour peu gagner. Ma suggestion générale est de réduire le volume d'entraînement d'au moins 50% au cours des derniers jours et de limiter l'intensité, mais peut-être pas zéro. Encore une fois, il s'agit d'une approche très individuelle et en particulier pour les coureurs qui sont très forts, un affûtage agressif peut s'avérer bénéfique. Donc voilà, il faut savoir pour soi-même. Si vous ne savez pas, je conseille plutôt la prudence parce que vous risquez de perdre plus que vous allez gagner. J'ai personnellement appris que cela ne fonctionnait pas bien pour moi de faire un affûtage agressif, de faire beaucoup d'intensité dans les dernières semaines. Et donc, il vaut mieux pour moi que je sois complètement reposé. Mais, cela dit, je suis plus âgé que la plupart d'entre vous, donc, ça peut ne pas s'appliquer. Alors, la partie suivante de votre planification concerne votre voyage et les derniers préparatifs avant le départ. Il s'agit là d'une question de bon sens, mais il est préférable d'y réfléchir et de tout planifier à l'avance afin de ne pas être pris de panique à la dernière minute. Donc, planifiez avec soin votre voyage, confirmez votre hébergement, évidemment. Surtout, réservez votre repas du soir, particulièrement si vous êtes à l'Alpe d'Huez. Tous les ans, j'ai vu des groupes de coureurs qui cherchent désespérément la veille de la course à manger à l'Alpe d'Huez. Parce que tous les restaurants ne sont pas ouverts, ceux qui sont ouverts sont pris d'assaut et il peut être extrêmement difficile de se trouver à manger la veille à l'Alpe d'Huez. Donc, préparez-vous, réservez votre repas en avance. Je conseille d'utiliser une liste de contrôle comme aide-mémoire lorsque vous faites vos préparatifs à la maison euh, pour ne rien oublier.
et de préparer votre vélo au moins un jour à l'avance pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis de dernier moment. Si vous voulez une copie de notre liste de contrôle, vous pouvez m'envoyer un mail info@alpincol.com, je vous l'enverrai avec plaisir. Alors, regardons maintenant votre plan pour l'épreuve elle-même. Pour ce faire, il faut se mettre, enfin, il faut comprendre surtout votre objectif, parce qu'il y a plusieurs objectifs possibles à la marmotte. Votre stratégie d'allure sur la course dépend de votre objectif. Alors, l'objectif peut être soit de gagner, bien sûr, soit de faire le mieux possible en fonction de votre niveau. Évidemment, le mieux possible, ça peut être dans les 500 premiers, ça peut être dans les 2000 premiers, ça peut être dans les 4000 premiers, qui sait, le mieux possible pour vous. Troisièmement, simplement d'être, excusez-moi, d'être finisher, de terminer avant la limite. Et quatrièmement, simplement de prendre plaisir. Alors, chacun de ces objectifs nécessite une stratégie différente. Donc, on va regarder ça rapidement. Donc, si vous voulez gagner, vous n'avez pas le choix. Vous devez rester dans le groupe des meilleurs tout au long de la course et choisir le bon moment pour attaquer et passer devant. Le plus souvent, ça va être sur la dernière montée, mais ça dépend de vous, ça dépend des autres coureurs. Si votre objectif est un record personnel, donc de faire le mieux possible pour vous-même, vous devez rouler le plus près possible de vos limites sans jamais les déplacer. Gagner 2 ou 3 minutes en roulant fort sur le gland, par exemple, peut vous coûter 10 minutes sur les montées suivantes. Donc, il faut bien calculer ça. On va regarder ça en détail tout à l'heure. Pour la plupart des gens, rouler à 70 à 75% de la FTP ou de la fréquence cardiaque max sera l'allure maximum soutenable tout au long de la marmotte, ce qui correspondrait à la partie supérieure de la zone 2, intensité 2, qui est l'intensité endurance. Par contre, si vous êtes particulièrement bien entraîné et que vous êtes costaud, vous devriez être capable de pousser cette allure jusqu'à 80% niveau tempo, ou même proche du seuil à 85%. Nous allons regarder comment préciser cela pour vous-même dans quelques instants. Alors, si votre objectif est seulement de terminer dans les délais, obtenir la fameuse médaille de finisher, et ça, c'est un véritable objectif pour beaucoup de personnes, et c'est très sérieux, et c'est pas facile. Donc, mais si c'est ça votre objectif, vous devez travailler à rebours, à partir de l'heure limite de Bourg d'Oison, et faire en sorte d'arriver à temps. Donc, donnez-vous un objectif de temps pour être au pied du télégraphe et un autre pour être au sommet du Galibier. Du sommet du Galibier au pied de l'Alpe d'Huez, il y a 46 km, presque entièrement en descente. Les coureurs les plus rapides font cette distance en 1 heure à peu près, et tous ceux qui veulent terminer devraient pouvoir le faire en moins de 2 heures. C'est pour ça que je considère que pour être au pied de l'Alpe avant 18h15, qui est leur limite, si vous êtes sur la Galibier à 16h15, ça devrait passer. Vous devrez être largement dans les temps. Alors, le dernier objectif, c'est simplement de prendre plaisir. Cet objectif est assez différent des autres car prendre plaisir n'a pas la même signification pour tout le monde. S'il est important d'arriver dans les délais et d'être finisher, évidemment, suivez les conseils que je viens de vous donner. Mais si terminer n'est pas important pour vous, vous pouvez déterminer votre rythme par votre niveau de plaisir et peut-être par les personnes avec qui vous roulez. Ignorez les concurrents et profitez des magnifiques paysages et votre journée à la montagne et prenez plaisir. Je reviens sur le cas qui est certainement le cas de la plupart parmi vous, où votre objectif est de faire le mieux possible pour vous à votre niveau actuel. Là, vous devez rouler le plus près possible de vos limites sans les dépasser encore. Mais comment savoir où sont ces limites? C'est ça qu'on va regarder maintenant. Voici une citation de l'un des experts en la matière. Bien réguler l'allure est l'art de trouver sa limite. Donc, pour adopter la bonne allure, il faut constamment se poser la question. Puis-je maintenir ce niveau d'effort sur la distance restante? Ou encore, est-ce que je vais un peu trop vite lorsque je prends en compte la distance qui me reste, à peu près bien ou un peu trop lentement?
Voilà les questions à se poser. Ces questions sont à poser en permanence, mais la réponse variera en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur le parcours. Donc, on va examiner 4 points différents où vos décisions en matière d'allure peuvent changer. Ces points sont les suivants. Au départ, dans les montées, dans les vallées et dans la montée finale. Donc, au départ, la course commence toujours très vite, en tout cas pour les coureurs devant. Il y a 15 km à parcourir jusqu'au départ du Glandon, principalement sur le plat. Donc, il est logique d'essayer de rester avec un groupe qui est légèrement plus fort que vous, mais il ne faut pas en faire trop et aller dans le rouge. Ça ne sert à rien de se griller dès les 15 premiers kilomètres. Le meilleur conseil est de choisir une roue à suivre et d'essayer de rouler vite en faisant le moins d'efforts possible. Si vous perdez le premier roue parce qu'il finalement il est trop fort pour vous, ou si le coureur s'avère finalement trop lent, passez à un autre. Il y a toujours quelqu'un qui va vous doubler de derrière. N'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, donc encore une fois, vous ne faites pas trop d'efforts. Il ne faut pas se laisser emporter, surtout dans la courte montée vers le barrage, où chaque année, je vois des gens faire des efforts au-dessus du seuil pour rester avec un groupe qui vont certainement perdre quelques kilomètres plus loin. Donc, ça sert vraiment strictement à rien. Donc, faites pas cette erreur-là. Alors, maintenant, dans les montées. La meilleure façon de gérer les montées est de les considérer comme une série de contre-la-montre individuelles. Ignorez tout le monde et roulez avec propre allure, qui doit être le plus élevé que vous vous sentez capable de soutenir jusqu'à la fin. Soyez toutefois prudent dans le glandon, car vous vous sentirez frais et fort et serez donc tenté d'aller trop vite. C'est facile de mettre 10 ou 20 watts de plus et d'en faire trop. Rappelez-vous qu'il est généralement plus efficace de commencer lentement et de finir rapidement que l'inverse. C'est ça la bonne stratégie sur un contre-la-montre. C'est ce qu'on appelle le negative split en anglais. Euh, voilà, il faut faire la même chose sur cette course. Vous devez également savoir qu'il faut réduire votre niveau d'effort sur le galibier à cause de l'altitude. Vous n'allez pas pouvoir tenir les mêmes watts, la même puissance sur le galibier que sur le télégraphe, par exemple, tout simplement parce que c'est beaucoup plus haut et l'oxygène commence à manquer. Alors maintenant, dans les vallées, il y a 2 transitions majeures dans les vallées. D'abord, les 22 km de faux plat montant dans la vallée de la Maurienne jusqu'au télégraphe, puis les 37 km de descente dans la vallée de l'Oison, depuis le col du Lauteret jusqu'à Bourg-d'Oison. Votre objectif dans la Maurienne doit être d'atteindre le télégraphe avec le moins d'énergie possible, avec la dépense évidemment du moins d'énergie possible. Restez en groupe et tournez les jambes autant que possible. Mangez et buvez. Vous devez profiter de ce tronçon pour terminer votre récupération du glandon et vous préparer à la longue montée vers le sommet du Galibier qui comporte le télégraphe et tout le Galibier, bien sûr. Si vous vous retrouvez seul, si vous perdez le groupe, ralentissez. Ça ne sert à rien d'insister et de pousser fort tout seul. Vous allez perdre votre énergie pour rien parce que vous serez certainement rattrapé par un autre groupe dans quelques minutes. Donc, ralentissez et attendez que le groupe suivant vous rattrape par l'arrière. Jetez un coup d'œil derrière votre épaule et lorsqu'ils arrivent, vous accélérez progressivement pour prendre les routes. Votre objectif dans la vallée de l'Oison, donc une fois le Galibier passé, doit être d'atteindre le dernier montée, donc l'Alpe d'Huez, en ayant récupéré des efforts jusqu'à là, et surtout en ayant pris le temps de bien vous alimenter tout au long de cette longue faux plat descendant de la vallée d'Oison. La plus grande partie de cette vallée est une descente douce, dans laquelle vous êtes obligé de pédaler continuellement pour maintenir un bon allure. Attention, il y a souvent un vent de face, donc il vaut mieux être avec d'autres coureurs et prendre des relais, prendre des roues. Attention aussi qu'il y a plusieurs tunnels mal éclairés et vers la fin, il y a 2, 3 montées inattendues qui peuvent provoquer des crampes si vous les prenez trop fort. Il est vraiment très important dans cette descente de se concentrer sur l'alimentation et la réhydratation
parce que vous avez là entre 1 heure et 1 heure et demie de descente avant donc la dernière montée. Donc, il faut absolument en profiter pour se nourrir et pour se réhydrater. Alors, enfin, la montée à l'Alpe d'Huez. Tout d'abord, je conseille de vous arrêter au poste de ravitaillement et assurez-vous que vous avez suffisamment d'eau, surtout, et éventuellement de nourriture si vous manque dans vos poches. Vous aurez besoin de au moins un bidon plein et deux s'il fait chaud. À savoir, les 3 premiers kilomètres jusqu'à la gare sont très durs, avec de longues rampes à 11-12% et des virages qui sont plats. C'est pour ça que la moyenne est moins que 11-12%, c'est à cause des virages. Montez cette première partie plate, cette première partie raide à une allure tranquille et attendez la sortie du village pour augmenter le tempo. À partir de là, l'énergie économisée au prix de quelques secondes sur le glandon devrait commencer à être rentabilisée. Et si vous avez bien géré votre effort, vous pourrez augmenter progressivement votre allure pour terminer vraiment fort, peut-être même en dépassant des dizaines d'autres coureurs dans les derniers kilomètres. Ça serait vraiment réjouissant si vous y arrivez. Et c'est tout à fait possible si vous gérez bien votre allure sur le reste de la course. Alors, rien de ce que j'ai dit jusqu'à présent ne vous indique exactement à quelle intensité rouler en termes de chiffres réels de puissance. J'ai parlé de calibrer votre allure pour qu'il soit aussi proche que possible de votre limite pour la distance, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, euh, il est, cette citation-là est vraiment importante. Il faut savoir que votre allure de course euh, doit être basée sur des preuves et pas sur vos espoirs le jour J. Votre évaluation le jour J de votre capacité à rouler est sujette à des erreurs à cause de l'adrénaline et les autres cyclistes qui vous dépassent. Attention, les miracles ne surviennent que très rarement et il est très peu probable que vous soyez beaucoup plus fort à la marmotte que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements. Voyons donc comment vous pouvez utiliser vos données à vous, pour créer un plan d'allure pour vous-même. La meilleure preuve provient de votre capteur de puissance, en supposant quand même qu'il soit toujours calibré et que les données soient exactes. Mais si c'est le cas, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais vous allez me dire, quoi faire si vous n'avez pas de capteur de puissance? Eh bien, si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous pouvez utiliser le VAM, la vitesse ascensionnelle en mètres de dénivelé par heure, qui, en l'absence de vent et à des vitesses inférieures à 15%, à 15 km par heure approximativement, est très étroitement corrélé à la puissance. Vous pouvez trouver ces données, les données de VAM, facilement sur Strava après votre sortie et vous pouvez les suivre en temps réel si vous ajoutez la VAM et surtout la VAM moyenne sur la montée. Donc sur votre ordinateur de bord, sur votre Garmin si vous avez un Garmin ou toute autre marque. Cherchez les sorties avec les plus longues montées après et regardez vos données. Dans l'exemple ici que j'affiche à l'écran, j'ai fait une montée de 54 minutes à 229 watts. Ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout la VAM qui est affichée là par Strava à 891 mètres par heure. Alors, donc, trouvez les mêmes données pour vous et ça vous donnera une idée de ce qui est possible pour vous. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser la fréquence cardiaque, mais elle est moins fiable parce qu'elle est influencée par de nombreux autres facteurs tels que le stress, la température, la caféine éventuellement, la déshydratation, etc. Et enfin, certaines personnes sont suffisamment à l'écoute de leurs sensations pour obtenir un bon résultat simplement avec leur ressenti. Mais pour y parvenir, il faut beaucoup d'expérience. Alors, revenons à la puissance et voyons comment vous pouvez utiliser les preuves de vos performances passées pour planifier votre allure à la marmotte. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas de puissance, vous pouvez faire la même analyse avec la VAM. Donc, voici un exemple avec mes données en 2019. J'ai commencé par lister
toutes mes épreuves récentes à l'époque, comme Liège-Bastogne-Liège, les trois cols, le cyclo trois cols, la Time Megève et le Grand Beau. Donc, trois cyclos, en fait, que j'ai fait cette année-là avant le moment. Cela m'a permis d'obtenir des données réelles sur la puissance moyenne que j'avais soutenue dans les montées lors de ces événements. Le Time Megève et le Grand Beau étaient des efforts sous-maximaux quand j'accompagnais et coachais des clients sur ces événements. Sur cette base, j'ai décidé de cibler la marmotte à 210 watts ou 76% de mon FTP sur le glandon et le télégraphe, puis à 190 watts ou 69% de mon FTP sur le galibier et ensuite de voir ce qui me restait pour l'Alpe d'Huez. Il est évidemment très important que vous fassiez cette analyse pour vous-même et vous ne vous inspirez pas de mes données qui pourraient très bien être ou beaucoup trop élevées ou beaucoup trop basses pour vous. Donc, notez que même le pourcentage de FTP n'est pas transférable d'un coureur à un autre, car plus votre FTP par kilogramme est élevé, moins vous prendrez du temps à chaque montée et plus votre pourcentage FTP cible pourrait être élevé. Ça nécessite peut-être quelques secondes de réflexion, mais vous verrez que c'est vrai. Alors, voyons comment ça s'est passé pour moi. Mais avant de vous montrer ce qui s'est passé en 2019, je vais vous montrer les conséquences du non-respect du plan en 2017. Donc, voici mes données 2017. L'enregistrement jaune est ma puissance en watts et vous pouvez voir l'ensemble de la marmotte sur cette page. Donc, mon plan en 2017 était de faire le glandon euh, et le télégraphe à 80%, donc un peu plus élevé que j'ai décidé pour 2019, et de réduire à 75% sur le galibier à cause de l'altitude et de finir sur l'Alpe d'Huez à 80% à nouveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai effectivement réussi à atteindre une moyenne de 80% sur le glandon, mais j'ai fait l'erreur de rouler beaucoup trop fort sur la première moitié du glandon. J'ai roulé à 86% sur cette première moitié, ce qui était beaucoup trop dur et m'a obligé à ralentir sur la deuxième partie. Donc, j'ai effectivement fait 80%, mais c'était composé de 86% sur la première moitié et 74% sur la deuxième moitié. Et à partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Et lorsque je suis arrivé à l'Alpe d'Huez, je n'arrivais plus à pédaler à 69%. Donc vraiment pas terrible. Le résultat était un temps global nettement plus lent que si j'avais mieux maîtrisé mon allure sur cette première partie du glandon. Donc la leçon à en tirer est la suivante. Il faut s'en tenir au plan et ne pas partir trop vite. Voyons maintenant ce qui s'est passé en 2019. Alors, voici l'enregistrement d'un compteur de puissance de 2019 avec le plan qui visait à faire toutes les montées à 76% cette fois-ci, à l'exception du galibier à 69%. Que s'est-il passé? Eh bien, cette fois-ci, mon allure sur le glandon, le télégraphe et les galibiers étaient presque parfaitement alignés sur ce que j'avais prévu. Le résultat est que je suis arrivé à bord d'Oison très fier de moi et sûr d'être dans un grand jour, prêt à attaquer la montée finale vite et fort. Malheureusement, j'ai bêtement attaqué beaucoup trop fort le bas de l'Alpe d'Huez en essayant de mettre 20 watts de plus. Je n'ai pu tenir que 2 kilomètres avant que tout ne s'écroule et que je dois finalement m'arrêter, non pas une, mais deux fois au bord de la route pour finalement quasiment ramper jusqu'à l'arrivée avec à peine 60% pour la dernière moitié de la montée. Donc j'étais très déçu de ma bêtise. La leçon à en tirer, une fois de plus, il faut s'en tenir au plan. De plus, rappelez-vous qu'il faut traiter les 3 premiers kilomètres de l'Alpe d'Huez avec beaucoup de respect et allez-y doucement. Les rampes ici, encore une fois, sont à 11-12% et peuvent facilement donner l'impression d'être bien pire. Donc, s'il vous reste quelque chose, vous pouvez augmenter l'allure progressivement après le village, mais pas avant. Voilà. Donc, maintenant, regardons pour l'alimentation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle aura un impact considérable sur votre performance. Le premier point est que vous devez commencer avec un réservoir de glycogène plein dans vos muscles. Vous y parviendrez
en effectuant une surcharge en glucides. Mais ce n'est pas la peine d'être obsessionnel. Il suffit de manger une portion supplémentaire de glucides par repas le mercredi et le vendredi avant la marmotte. Puis de manger normalement. euh, je me trompe avec ces jours parce que la marmotte n'est plus le dimanche. Donc, le mercredi et le jeudi, vous mangez une surcharge de glucides et le vendredi, donc la veille, vous mangez normalement. N'oubliez pas de compenser les calories supplémentaires en mangeant moins de graisse ces 2 jours-là, c'est-à-dire en réduisant votre consommation de beurre, d'huile, de fromage, de viande graisse, etc. Si vous mangez beaucoup de pâtes, n'y allez pas trop fort avec l'huile d'olive et le parmesan, par exemple. Alors, ensuite, pour la course elle-même, il est important de comprendre que la marmotte vous coûtera 5000 calories supplémentaires sur la course, en moyenne, hein. Disons au moins 4500, peut-être jusqu'à 5500, voire un petit peu plus. Et ça, c'est en plus des 2000 calories dont vous avez besoin pour rester en vie. Il est impossible de consommer autant de calories pendant l'épreuve. Une barre ou un gel contient moins de 150 calories. Il faudrait donc en consommer 33 ou plus pour en consommer autant. Donc, les recommandations actuelles sont que dès le départ, vous devrez viser à consommer au moins 60 grammes de glucides par heure, ce qui représente 240 calories, et jusqu'à 90, voire même 100 grammes, 360 à 400 calories par heure, si possible. Ce qui veut dire 2 à 4 aliments ou bidons de boissons énergétiques par heure. Vous voyez, un bidon, ça vaut à peu près 30 grammes. Un gel, c'est 20 à 30 grammes, enfin un gel standard, quoi. Un bar, c'est 25 à 50, c'est en fonction des bars. La quantité réelle que vous pouvez consommer dépend de ce que vous avez l'habitude de faire à l'entraînement. Il n'est pas facile de digérer et d'utiliser 400 calories par heure. Donc, si vous ne vous êtes pas entraîné, n'essayez pas de le faire pendant l'épreuve. Et il faut dire aussi que si votre objectif n'est que de finir, de terminer normalement dans les délais, vous ne roulez pas à des intensités où il est nécessaire de consommer 90. Donc, vous pouvez vous contenter de consommer 60, simplement 60 grammes de glucides par heure. Donc, c'est plutôt pour ceux qui vraiment qui poussent fort, qui ont besoin de consommer plus. Alors, nous pouvons maintenant rassembler tous ces éléments dans un plan de course. Voici la première partie d'un exemple de plan pour un temps de parcours total de 8h30 à 9h qui inclut la descente non chronométrée du Glandon et de brefs arrêts pour remplir les bidons. Alors, ne vous contentez pas de copier ce plan, mais réfléchissez bien et adaptez-le à votre niveau et à votre expérience. La première section, donc c'est le départ, c'est-à-dire les 15 km qui séparent la ligne de départ du début du Glandon. La plupart des cyclistes mettront environ 30 minutes à parcourir cette distance. Une bonne tactique consiste à choisir une bonne roue à suivre et à s'assurer que leur rythme est soutenable, sans jamais aller dans le rouge. En termes de nutrition, vous pouvez prendre un gel de 30 grammes, peut-être juste 2 minutes avant le départ, et boire ensuite un tiers d'une bouteille, pardon, un bidon d'eau pendant ces 30 minutes, ou un bidon de boisson énergétique. Vient ensuite vient ensuite la longue montée en 2 parties vers le glandon. Et comme nous l'avons vu précédemment, il est très important de ne pas commencer la montée du glandon trop fort. Et il faut bien s'alimenter et s'hydrater pour ne pas prendre du retard. Donc, moi, personnellement, je me suis équipé des gels de 90 grammes et ça me convient très, très bien pour cette montée. Je vais en prendre un gel et demi sur cette montée-là, ce qui représente 135 grammes de glucides sur cette montée. Et il faut l'accompagner, je vais l'accompagner avec les deux tiers du bidon énergétique qui me reste et un bidon d'eau. Donc, j'arriverai en haut du glandon en ayant vidé les 2 bidons. Sur la descente, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que
il n'est pas chronométré, donc ça sert à rien de le faire, de prendre des risques. Donc, descendez de manière prudente et contrôlée. Et c'est une bonne opportunité de s'alimenter en nourriture solide et digeste, comme des fruits secs. Moi, j'aime beaucoup les dattes ou des figues, ou vous pouvez prendre une barre énergétique. C'est beaucoup plus difficile à manger des aliments solides lorsqu'on est en train de pousser fort sur une montée. Il faut aussi continuer à boire s'il vous reste de l'eau, ou sinon vous arrêtez au poste de ravitaillement sur le sommet et vous remplissez vos bidons. Il y a aussi des fontaines en bas où vous pouvez chercher de l'eau en bas avant de reprendre le chronométrage. Alors, donc, pour avancer, donc j'affiche le reste du plan que je ne vais pas commenter en détail parce que de toutes les façons, vous devez l'adapter à vos besoins. N'oubliez pas simplement le message de fond qui est ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Donc, à vous de jouer, à vous de créer un plan. Mais en plus, il ne suffit pas de planifier, il faut aussi s'en tenir au plan comme on a vu avec mes deux erreurs en 2017 et en 2019, où j'avais effectivement un plan, mais je me suis laissé emporter et j'ai pas respecté le plan, bêtement. Alors, si on additionne tous les éléments nutritionnels que j'ai mis sur le plan précédent, la question qui se pose immédiatement est la suivante. Comment porter tout cela? Parce que je conseille quand même de le porter et de ne pas se fier au ravito. Eh bien, Cavendish nous montre ce que vous pouvez mettre dans vos poches. Il doit avoir quasiment tout ce que j'ai dit là dans ses poches. Et vous pouvez compléter cela avec un sac sur votre tube supérieur de votre vélo ou sous votre guidon, bien sûr. Alors, c'est peut-être pas très joli, mais on s'en fout. C'est pas un concours d'élégance, c'est une course cycliste. Et si vous voulez faire au mieux, vous avez intérêt à porter votre nourriture avec vous. Vous pouvez bien sûr prendre de la nourriture supplémentaire au poste de ravitaillement. Vous devez de toutes les façons vous arrêter pour prendre de l'eau. Alors pourquoi pas pour prendre des aliments aussi? Eh bien, il y a deux problèmes à cela que je vois. Un, vous risquez de ne pas trouver ce que vous voulez parce que vous ne pouvez pas compter dessus. Et deux, vous perdrez du temps et potentiellement beaucoup de temps s'il y a beaucoup de monde devant vous. Il pourrait y avoir tout un mêlée de gens et c'est pas facile de se... Il faut poser son vélo quelque part, il faut se frayer un passage, il faut trouver ce qu'on veut, etc. Donc on perd des minutes et des minutes. Par conséquent, si vous tenez à obtenir le meilleur résultat possible, trouvez un moyen d'emporter toute la nourriture dont vous aurez besoin. Alors, si votre objectif, c'est juste de terminer dans les temps, si vous avez du temps, bah, arrêtez-vous et prenez le temps nécessaire de trouver ce que vous voulez. C'est pas un problème parce que vous terminez à la position 7500 ou 7550, ça n'a aucune différence. Si vous êtes finisher, vous avez la médaille, c'est tout ce qui compte. Alors, la question suivante est de savoir comment s'en souvenir de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de détails sur ce plan. Alors pour cela, nous pouvons nous inspirer des professionnels. Voici l'autocollant nutritionnel de Mathieu Van der Poel lors du Tour de Flandre. Son objectif était de consommer plus de 100 grammes de glucides par heure. Donc pour un professionnel, c'est tout à fait jouable et il s'est entraîné pour ça. Les cercles représentent des galettes de riz, les rectangles des barres énergétiques, les icônes de gel, des gels évidemment, et les bidons sont des bidons de boissons énergétiques en son cas. Vous pouvez très bien copier cette idée et créer quelque chose de similaire et puis le scotcher sur votre potence vous-même. Pour résumer, les deux éléments essentiels à maîtriser sont l'allure et l'alimentation. Dans les deux cas, il faut planifier soigneusement et surtout s'en tenir au plan. Si vous suivez les recommandations que je viens d'exposer, vous devriez faire une bonne course. Sachez toutefois que le marmotte est extrêmement difficile à réussir parfaitement et que de nombreux coureurs, dont moi, continuent d'essayer après 5 tentatives ou plus. C'est ce qui nous fait revenir à chaque fois, c'est l'envie
de réussir enfin la course parfaite. Donc peut-être je réussirai cette fois-ci enfin, on verra. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si vous souhaitez obtenir d'autres conseils pour le marmotte, vous pouvez regarder ma présentation de 2022 sur YouTube qui comprend, qui était organisée de manière différente. J'ai traité d'autres sujets et notamment 5 erreurs à éviter et 5 conseils pour aller plus vite. Donc ça vaut la peine de regarder ça. Pour l'instant, c'est Marvin qui vous remercie de votre écoute. Je dis soyez prudents et bonne course.